Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler moto Grand Prix, pour faire la présentation du Grand Prix d'Argentine. On va revenir un petit peu sur ce qui s'était passé l'année dernière, sur les dernières infos du paddock, notamment les absents. On va revenir également sur la présentation du circuit. On parlera de la météo, qui va pas être facile. Et je vous donnerai mes pronostics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris pour ce Grand Prix, vos favoris pour ce Grand Prix. Également peut-être une grosse cote, voilà, un coureur où vous voulez prendre un plus gros risque. N'hésitez pas également quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, moto, F1, cyclisme, principalement sur cette chaîne magnifique. N'hésitez pas à toutes les notifications, ça c'est encore le Saint Graal. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis EPS 2.0, ça c'est le podcast, il est présent chez Amazon, chez Deezer, sur Deezer également, il est présent également sur Spotify, donc voilà, vous pourrez le retrouver dans, on va dire, les plus grosses crèmeries de podcasts. Et puis n'hésitez pas également TikTok également pour les débriefs rapides de courses. Peut-être qu'il y en aura un après le Grand Prix d'Argentine dès dimanche soir. Grand Prix d'Argentine, donc un Grand Prix, il se passe toujours quelque chose. Déjà parce qu'en Argentine, on est à la fin de l'été, donc souvent il y a des orages, souvent les conditions climatiques se dégradent. Le temps est souvent assez lourd, voilà, parce que oui, on est au mois de mars, fin du mois de mars, début du mois d'avril. C'est la fin de l'été désormais dans l'hémisphère sud. Hein. On va débuter l'hiver, l'automne et l'hiver. Donc forcément en Argentine, souvent le temps est instable et souvent il y a des tensions dans ce Grand Prix là. Déjà, à ce moment-là, il y a déjà des oppositions, il y a parfois des oppositions qui se réveillent, il y a toujours des surprises. Bien entendu, on se souvient de Jack Miller en pole position avec tous les autres pilotes qui étaient à l'arrière de la grille de départ. Cette image était assez exceptionnelle. Donc il peut se passer souvent des choses sur ce Grand Prix. Il y a toujours des débats à la fin de la course. Moi, je me souviens, Marquez, Rossi, je crois que Marquez, Quartararo aussi, il y avait une petite bagarre. Il se passe toujours des choses sur cette piste du côté de l'Argentine. C'est toujours un endroit où on peut faire des belles bagarres parce que vous avez une belle largeur de piste, parce que vous avez quand même des endroits pour dépasser. Et surtout, les endroits pour dépasser, faut quand même y aller un petit peu. Hein, donc, c'est jamais un Grand Prix facile. Et puis, rien que l'année dernière, Aprilia s'était imposé, ce qui était un petit peu une surprise quand même du côté de la moto Grand Prix. Les dernières infos du paddock. Et oui, il y a pas mal d'infos. Hein. Déjà, les absents, 4 absents pour le prochain Grand Prix. Bastianini, Pol Espargaro et puis Oliveira et Marquez. Du côté de Bastianini, pas d'opération. Ça, c'est de la bonne nouvelle pour le pilote italien. Donc, il a déjà commencé la rééducation. Du côté de Marquez, donc fracture de la main. Pol Espargaro va pas revenir tout de suite parce que notamment trauma crânien, son frère a été le voir, il a donné des informations. On a également des informations sur la pénalité de Marc Marquez qui a provoqué le contact avec Miguel Oliveira. Du côté de Marc Marquez, la pénalité il la fera dès qu'il participera à un Grand Prix. Mais certains ont noté que ça ne compte pas pour la course sprint. On parle bien du Grand Prix du dimanche, pas de la course sprint, les pénalités. La pénalité de Marquez ne s'applique que pour la course longue et pas pour la course sprint. Donc dès le prochain Grand Prix du dimanche, qui est le parti auquel il participera, donc certainement Austin, il devra faire sa pénalité, même si RNF notamment indiquait qu'il considérait que la pénalité n'était pas assez, était un peu trop clémente envers Marc Marquez. C'est vrai que je trouve qu'il y a parfois un manque de cohérence au niveau des prises de décision. On en avait déjà parlé lors du débrief du Grand Prix du Portugal. On poursuit avec Morbidelli, Franco Morbidelli, qui a connu un week-end de course très compliqué, pas vraiment dans le coup, très très loin de son équipier Fabio Quartararo. Le seul moment où il a vu Fabio Quartararo, c'est quand Fabio ratait ses départs. Mais sinon, ça a été très compliqué pour Franco Morbidelli, qui finit le dimanche à 5 secondes du pilote 14e. Lui, il est 15e dernier du Grand Prix, donc vraiment très compliqué pour le pilote italien. Mais il a eu une interview assez extraordinaire dans la presse. Il a réagi, alors je ne sais pas si c'est de l'ironie à ce niveau-là, mais sinon il va falloir qu'il l'explique un peu mieux, où il a dit
Bon, on doit travailler pour améliorer, pour nous améliorer, mais il était presque satisfait de sa course parce qu'il disait, bah, lors des essais privés, moi, j'étais à 6 dixièmes, là en course j'étais à 5 dixièmes, j'ai amélioré d'un dixième, donc c'est mieux. Voilà, il y a du positif dans cette course. Et puis il semblait pas trop stressé, hein, même dans les photos dans le paddock. Voilà, il avait plutôt le sourire. Bon, c'est encore plus inquiétant que ce que je pensais avec Morbidelli. Là, on est vraiment à un niveau où le mec s'en tape complètement d'être complètement largué, ce qui est assez extraordinaire, ce qui est vraiment inquiétant, je trouve, de la part du pilote italien. Où il était plutôt satisfait, quoi, presque de sa performance. Voilà, 5 dixièmes, c'est mieux que 6 dixièmes pendant les essais privés. J'ai progressé, donc je suis content. Autre info, autre interview, c'était l'interview de Raúl Fernandez sur l'Aprilia, la deuxième Aprilia du team RNF, et bah, qui a parlé de son Grand Prix et donc déjà, il a eu un Grand Prix compliqué, hein, Raúl Fernandez, avec seulement une 20e place sur la grille de départ. C'est vrai que le week-end a été difficile, mais il a surtout eu du mal pendant le Grand Prix du dimanche, il a dit. Il a eu mal à son avant-bras quasiment dès la moitié du Grand Prix. Où physiquement, voilà, il avait beaucoup de mal. Alors déjà qu'en qualification, ça n'allait pas très bien. Lui, il était vraiment très fatigué. Il n'avait aucune sensibilité au niveau du frein, ce qui est même dangereux. Et il explique que grosso modo, c'est le changement de format du week-end plus intense qui demande de rouler plus le vendredi, qui demande également, qui est plus dense le samedi, hein, beaucoup plus dense, il l'expliquait, avec les EL3, les qualifs et la course sprint, et qui a, pour lui, provoqué cette surfatigue, et cette fatigue était peut-être provoquée également par le stress de la course sprint. Beaucoup de pilotes se sont plaints de cette course sprint, parce qu'ils étaient énormément stressés, parce que oui, un Grand Prix, c'est pas pareil qu'une séance de qualif en termes de stress en moto, il y a un impact physique sur le stress. Et Raúl Fernandez, voilà, il faisait partie plutôt des pilotes qui n'étaient pas vraiment satisfaits du nouveau contenu des programmes de Grand Prix. Voilà, il dit que grosso modo, on est des pilotes, on n'est pas des hommes. Enfin, on est des hommes, pardon, on n'est pas des robots. Et que grosso modo, le rythme qu'on nous impose avec l'enchaînement des courses, c'est très très compliqué. Pour lui. Et puis on termine avec ce nouveau programme des Grands Prix qui fait débat. Beaucoup de pilotes se sont plaints, notamment de la journée du vendredi, avec les problèmes déjà qu'il y a eu à Portimao, les problèmes avec d'électricité, de coupure d'électricité, de chronométrage qui ne pouvaient pas avoir lieu. Et donc de cette séance du vendredi, cette deuxième séance du vendredi qui s'est finie très tard, notamment après la chute de Paul Espargaro. Et c'est vrai qu'ils ont indiqué qu'en cas de drapeau rouge dans cette séance du vendredi, qui commence à 16h, qui se finit à 17h, mais en cas de drapeau rouge, ça finit après 17h, et ben sur certaines pistes, ça va être un problème. Notamment, Johan Mir parlait du Mans. C'est vrai que le Mans, on sait toujours que les conditions climatiques sont parfois très capricieuses, et comment ça va se passer au Mans ou sur d'autres pistes où il fait un peu plus frais. Je pense notamment à Valence, en fin de saison également. Donc il le disait, Johan Mir, il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on essaye d'améliorer le format. Alex Espargaro disait un petit peu la même chose aussi. La course sprint, certains se sont plaints du fait que le samedi était très dense, qu'il y avait peu de temps en fait pour se reposer, la fatigue mentale également de la journée du samedi, notamment Pecco Bagnaia qui disait bon là à Portimao ça allait parce que même s'il y avait une fatigue mentale, c'est pas le circuit le plus physique. Par contre, il disait au Mugello ou sur des pistes un peu plus dures physiquement, il va falloir peut-être être obligé de ralentir le rythme le dimanche, ou peut-être sacrifier le samedi au profit du dimanche parce qu'on ne pourra pas tenir physiquement pendant tout le week-end. Et puis il disait également que c'était très compliqué pour les pilotes qui étaient en première ligne en qualification parce que ils devaient faire les interviews, qu'ils n'avaient pas toujours vraiment le temps de se reposer, de manger et de préparer correctement la course 1. Et puis donc voilà, pas mal de pilotes disent que il va falloir vraiment peut-être retravailler avec les timings, surtout le samedi, peut-être changer l'ordre des qualifications, l'ordre des séances d'essai, peut-être les faire un peu plus tôt pour éviter d'avoir un samedi peut-être trop chargé
En fait, les pilotes qui étaient vraiment satisfaits du week-end, il y avait Johann Zarco qui était plutôt content de ce week-end et c'était un peu l'un des rares. Fabio Quartararo lui a été très énervé contre ce week-end. Il était surtout énervé du côté de la FIM et de la Dorma qu'on leur ait pas demandé leur avis pour ces week-ends de course. Et il semblerait que c'est vrai que la Dorma a pris la décision toute seule et ça n'a vraiment pas plu ça. Fabio Quartararo disait que les pilotes, grosso modo, n'en a rien à faire du côté de la moto GP. On revient à ce qui s'est passé en 2022 sur ce Grand Prix. Eh bien, c'était la 3e manche du championnat du monde de MotoGP et c'était une course qui était pas évidente du côté du Grand Prix d'Argentine. Le temps était maussade et puis on avait eu une super course d'Alex Espargaro qui avait réussi à faire la pole position déjà le samedi et à remporter la course le dimanche. Il y avait vraiment une super moto devant Jorge Martin, le pilote espagnol qui avait un moment mené le Grand Prix mais qui n'avait pas réussi à résister à la furia du pilote Aprilia. L'Aprilia, c'est là où on s'est aperçu que c'était une moto qui était très facile d'utilisation et surtout elle avait une grosse vitesse de pointe. Alex Rins et Joan Mir avaient pris la 3e et 4e place. Et ils étaient très réguliers depuis le début de saison. Voilà, à ce moment-là, on ne savait pas encore que Suzuki allait arrêter. Ils étaient même plutôt performants au niveau du championnat par équipe. Et puis ensuite, donc Banaya, Brad Binder, Viñales, Quartararo avait eu un Grand Prix difficile où il n'avait pas vraiment trouvé la solution devant Bezzecchi et Bastianini. Johann Zarco, lui, avait abandonné sur chute. Comme Franco Morbidelli ou encore Paul Espargaro et Di Gianantonio. Du côté de Miguel Oliveira, on avait pris une 13e place, Rémi Garner avait fini 17e et le frère de Brad Binder, Darren Binder, avait fini 18e de ce Grand Prix. En Moto 2, c'était Vietti qui s'était imposé devant Chantra et Ayogura. Et puis en Moto 3, c'était Sergio Garcia devant Denis Foggia et Ayumu Suzuki. Lorenzo Felon avait pris la 19e place. Je précise également que Lorenzo Felon ne participera pas à cette course. Son équipe CIP a décidé d'utiliser Andrea Mignot en remplaçant de Lorenzo Felon qui a encore des soucis physiques. Il a eu une première course compliquée du côté de Portimao. Ça commence à être inquiétant quand même, Lorenzo Felon du côté de la Moto 3. On regarde tout de suite la présentation du circuit. Alors, ce circuit de Rio Termas Rio Hondo dans le bon ordre. Donc c'est un circuit qui n'est pas forcément le plus technique de la saison, mais il y a des portions quand même intéressantes sur cette piste. C'est-à-dire que c'est vraiment pas une piste forcément extrêmement simple. Il faut vraiment faire attention à ce circuit. Ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'on va en Argentine désormais. C'est un circuit qui a une énorme ligne droite. C'est vrai que la grosse portion là, entre le 4 et le 5, c'est vraiment très très impressionnant. Cette longue ligne droite, en plus vous avez de la place vraiment pour prendre la speed. La vitesse de pointe a quand même une importance sur cette piste. Si vous n'avez pas de vitesse de pointe, c'est quand même très compliqué. Ces dernières années, Yamaha n'a pas forcément, s'en est pas vraiment sorti sur le sec. C'est principalement parce que vous avez cette énorme ligne droite entre le 3, 4, 5. Toute cette portion-là, c'est plein gaz, vraiment sur cette piste. Donc vous voyez 4 secteurs comme d'habitude en MotoGP, le premier qui va jusqu'au virage 4, le deuxième qui fait la sortie du virage 5, le 3 à la sortie du 10 et la ligne d'arrivée qui se trouve donc après le 14e virage du circuit. 5 virages d'un côté, 5 virages sur la gauche, je crois, 9 sur la droite, je crois que c'est dans cet ordre-là, du côté de l'Argentine. Et un circuit qui n'est pas évident, avec une toute petite ligne droite également. Pour la phase de départ, la ligne droite n'est pas très longue. C'est aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire vraiment, vous pouvez gagner des positions sur cette phase de départ si vous arrivez vraiment à vous en sortir. Les 3 virages pour moi de ce circuit, les 3 virages majeurs, vraiment les 3 virages où il peut se passer des choses. Pour moi, le virage 5, parce que vous avez une énorme ligne droite et on voit souvent des attaques au freinage. On peut tenter des trucs vraiment à l'aspiration, se décaler. C'est vraiment une zone où on peut tenter vraiment de déborder à cet endroit-là. Le virage 5, c'est vraiment un endroit où il ne faut pas se rater sur cette piste. L'enchaînement 9-10, vous voyez ici,
Cet enchaînement, il est vraiment pas évident le 9-10 pour une raison extrêmement simple. Ce virage 9, il casse vraiment le rythme et vous devez presque ressortir sur le 10. Le vibreur du 10 est vraiment traite. Souvent, on a vu des mecs avoir des gros accidents à cet endroit-là. Parce qu'en plus, il n'y a pas de bac à gravier, hein, on glisse sur l'herbe. De toute façon, il y a peu de bac à gravier, je dirais, hein, c'est pas mal d'herbe sur le bord de la piste. Si vous arrivez à passer correctement le 9-10, 9-10-11 on va dire, si on prend un peu plus large, mais surtout 9-10, c'est-à-dire que vous avez quand même plutôt pas de mauvaise moto. Et puis j'ai le virage 13, Rossi, Marquez, il y a souvent eu des duels hein, dans ce virage-là, là aussi un virage très lent. Et la sortie n'est pas évidente. Parce que il faut vraiment trouver de la motricité en sortie, presque attendre le plus longtemps possible avant de réaccélérer. Mais il ne faut pas trop attendre non plus parce que le 14, sinon après vous êtes en difficulté. Mais il faut vraiment ressortir correctement parce que sinon vous êtes vraiment en difficulté sur le 14 et ensuite 14 la ligne d'arrivée. Faire attention à la ligne d'arrivée juste après la sortie du 14 hein, donc vraiment faut dans le dernier tour si vous voulez gagner une place à cet endroit-là, faut vraiment vous y préparer bien avant. Celui qui sort normalement en tête du virage 13, il reste en tête jusqu'à la ligne d'arrivée. J'espère que vous savez tout maintenant sur cette piste du Grand Prix d'Argentine. La météo, vendredi. Alors oui, je commence par la météo. Pourquoi au niveau des pneus, toujours pas d'informations hein, sur le pneu arrière et les pneus avant qui seront utilisés par Michelin, qui seront alloués par Michelin sur ce Grand Prix. Je rappelle que j'enregistre, nous sommes mercredi, il est 13h12 en ce moment, à l'heure précise de mon ordinateur. Donc autant vous dire que voilà, les infos vont peut-être arriver jeudi ou vendredi. Du côté des pneus, du côté de la météo vendredi, eh bien il fera 27 degrés. À partir de midi, on aura un gros risque d'orage. Le risque augmente au fur et à mesure de l'après-midi. On peut donc être inquiet pour la séance de P2. Donc il faudra déjà faire un temps dès la première séance d'essai du côté des pilotes MotoGP, sécuriser un chrono dans le top 10 parce que ça pourrait être compliqué plus tard dans l'après-midi avec un vent sud-est qui sera de 20 à 45 km/h. Vraiment en fin de journée, le risque de pluie est de quasiment 70-75% sur la chaîne météo, donc ça sera compliqué d'éviter la pluie et des orages. Samedi 21 degrés, le temps sera nuageux. On devrait avoir une petite baisse des températures quand même. Il ne devrait pas y avoir de pluie sur cette journée. Le risque de pluie est plutôt léger avec un vent de nord-est aux alentours de 15 km/h pendant toute la journée. Vent qui ne devrait pas être très élevé et pas de grosses rafales. Dimanche, le temps sera 24 degrés, un ciel nuageux mais sec avec un vent de 20 km/h en nord-est. Donc il faudra s'adapter à ces changements de température. Au niveau de la gestion des pneus, on pourra avoir une journée de samedi très compliqué, notamment lors des qualifications le matin ou lors de la séance de free practice du samedi matin qui pourrait ne pas être évidente au niveau de la gestion des pneus. Et c'est vrai que le travail au niveau des pneus ne va pas être forcément évident. Du côté de mes pronostics, eh bien, j'ai mis Viñales parce que l'Aprilia a été performante l'année dernière sur cette piste et on sent que le pilote espagnol est plutôt en forme. J'ai mis Johan Zarco. C'est un pilote qui a déjà réussi à faire de très très bons résultats sur cette piste. Je pense qu'il a compris pas mal de choses sur son week-end de course, en sachant qu'il est un petit peu malade en plus du côté de Portimao. Donc peut-être que ça ira mieux, je pense, du côté de la Ducati. Banaya, bien entendu, il a dominé le premier Grand Prix. Ça serait compliqué de ne pas mettre Banaya parmi les favoris de cette course. Lui qui a été bon. Et puis côté grosse cote, j'ai mis Jack Miller. Premier Grand Prix très intéressant sur la KTM. La KTM n'a jamais eu de grands résultats en Argentine. Donc on va voir ce que ça va donner sur cette piste pour Jack Miller. Et puis Jack Miller, il a déjà été performant pendant ce Grand Prix, donc il peut peut-être vraiment faire une très bonne course. Il aime la pluie en plus, donc peut-être que pour la séance de vendredi, ça peut l'aider pour entrer directement en Q1. Du côté des enjeux de ce Grand Prix, Banaya est-il imbattable, intouchable dans ce début de saison ? Et oui, parce que c'est vrai que lors de la première course, il a fait un sans faute et il avait une petite marge de sécurité quand même sur tous ses adversaires. Deuxième question, Morbidelli est-il au fond du trou ou est-ce qu'il creuse encore ? C'est vrai que son interview, comme je vous en ai parlé, n'était pas très rassurante et il va falloir quand même qu'il se rapproche parce que sinon ça va être compliqué. Va-t-il, attention peut-être dans le box Yamaha après les propos de Fabio également sur Canal+, est-ce que ça va bien se passer entre les deux pilotes? Et puis va-t-on avoir encore 4 blessés ce week-end? On n'espère pas, mais c'est vrai que le format densifié des week-ends, le fait d'avoir 2 courses, au final, ça a pas vraiment, ça facilite pas le physique des pilotes. Est-ce qu'on va avoir des gros problèmes également
de syndrome d'éloge, parce que quand on voit Raoul Fernandez qui dit bon, j'avais plus de sensibilité au niveau de mes freinages, ça ressemble quand même un petit peu au premier symptôme du syndrome d'éloge. On regarde tout de suite le programme télé du week-end du côté de la moto GP. Alors on va commencer par la Moto 3. Les qualifications de la Moto 3 auront lieu à partir de 18h05 sur Canal Plus Sport 360. La course elle aura lieu à 16h sur Canal Plus et la RTBF sur Ovio. Du côté de la Moto 2, la qualif aura lieu à 19h heure française. La course, elle aura lieu à 17h15. Et du côté de la Moto GP, la première séance d'essai aura lieu à 15h45 sur Canal Plus Sport 360. Pareil pour la deuxième séance d'essai de 20h à 21h, encore une fois sur Canal Plus 360. Et puis les essais libres de MotoGP, ça sera 15h10 sur Canal Plus Sport 360. La séance de qualification également sur Canal Plus Sport 360 entre 15h50 et 16h30. Et puis la course, elle aura lieu à 20h sur Canal Plus, la traditionnelle. Et puis le Grand Prix du dimanche aura lieu à 19h également sur Canal+. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour faire le débrief de ce Grand Prix. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.